Merci beaucoup, Cédric, pour ta présentation très claire de notions qui sont quand même parfois complexes, relativement complexes. Alors, on a encore un petit peu de temps. On a reçu quelques questions, donc je vais vous les poser. On va débuter par Emmanuel. Je vais vous poser une question à chacun et si on a encore un peu de temps, on complétera. Emmanuel, pour le suivi d'un GPAO, est-ce que tu fais une gonioscopie à chaque visite de suivi? Et pour le suivi d'un glaucome par fermeture de l'angle, est-ce que tu fais une gonioscopie à chaque visite de suivi? Alors pour le GPAO, en général, c'est des patients qu'on voit tous les 6 mois, c'est les recommandations. Donc je ne le fais pas à chaque fois, mais je pense qu'une fois par an, une gonioscopie s'impose, surtout chez les patients FAC, pour qui il y a une augmentation du volume du cristallin qui peut survenir avec l'âge. Et dans le glaucome par fermeture de l'angle, c'est vraiment au cas par cas, mais en général, on ne va pas laisser l'angle se fermer sans rien faire. Donc effectivement, par exemple, après la réalisation d'une iridotomie, on va contrôler l'examen gonioscopique après. Ça, c'est important. Alors Jean-François, une question sur le pôle postérieur. Quand tu suis un patient, est-ce que tu fais encore une rétinophoto à chaque visite de suivi, en plus de l'OCT et du champ visuel, évidemment? La question de théorie, je dirais qu'il faudrait, parce que les hémorragies, on les voit surtout à la photo et quasiment pas à l'examen clinique. Donc, mais là, j'en fais pas systématiquement, c'est un peu lourd, mais sinon, il faudrait en théorie le faire. C'est essentiellement pour les hémorragies. Des tout petits vaisseaux sur des glaucomes qui évoluent, c'est tout le risque. C'est tellement rapide à faire que j'aurais tendance à dire pourquoi pas. Jean-Marie, une question qu'on a reçue. Est-ce que l'enjeu OCT, c'est une question qu'on a souvent, est-ce que l'enjeu OCT a un intérêt? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu penses que dans la pratique courante, ça apporte quelque chose par rapport aux stratégies que tu as déjà, enfin, que tu as évoquées dans ta communication? Oui, c'est intéressant, je pense, en recherche, en confirmation, mais c'est vrai que ça montre quand même, je trouve qu'actuellement, ça manque d'outils pour l'encadrer, pour l'analyser de bonne façon, et ça montre quand même souvent des déficits qui sont déjà bien avérés. Oui, ça montre des choses. Je trouve qu'on a encore un peu du mal à l'intégrer dans les outils de diagnostic courant ou de suivi, quoi. Hum, Cédric, une question. Est-ce qu'un test du champ visuel central doit, à ton avis, être fait systématiquement ou réservé à certains types de déficits sur le champ visuel 24-2? Non, je ne pense pas que ce doit être fait systématiquement. Évidemment, il faut le réaliser quand il y a une atteinte paracentrale, puisqu'effectivement, il y a plus de points qui sont testés. Et en plus, comme c'est proche de la vision centrale, c'est particulièrement important de détecter des progressions à un stade précoce. Mais par contre, au stade débutant, c'est vraiment si on a un doute que l'OCT n'est pas très informatif et qu'on cherche à déterminer s'il y a réellement un déficit ou non, mais un peu moins s'il y a enfin, en tout cas pas de façon systématique pour les atteintes précoces. Emmanuel, une autre question. Est-ce qu'on peut faire une gonioscopie dynamique avec un verre à trois miroirs de Goldman? Alors théoriquement, c'est pas fait pour, mais si on n'est pas équipé d'un gonioscope dynamique type verre de Posner, on peut demander au patient de mobiliser son œil, de regarder en haut, en bas, ou éventuellement incliner un petit peu le verre pour avoir une appréciation de la réouverture de l'angle. Mais c'est pas normalement fait pour. Jean-François, une autre question sur la papille. Est-ce que l'aspect de la papille d'un patient qui a un GPN, un glaucome à pression normale, est différent ou peut être différent dans une certaine mesure qu'un GPAO classique à pression élevée? Ça, c'est une question très difficile pour laquelle il faut répondre. Théoriquement, il y a plus d'hémorragie, il y a plus d'altérations péripapillaires de type zone d'atrophie, il y a plus d'atteintes vasculaires. Et c'est vrai que l'angio-OCT dans ces formes-là pourrait avoir plus d'intérêt. Et à part les hémorragies sont plus fréquentes, on parle jusqu'à 20 ou 30%. Oui, il y a des petits signes, mais c'est le champ visuel surtout qui va nous en donner avec sa topographie particulière. Donc là, les hémorragies, oui, les atrophies, les atteintes vasculaires. Alors, Jean-Marie, une question originale et qu'on a reçue mais intéressante. Est-ce qu'on peut appliquer à l'OCT la règle Isont que Jean-François nous a montrée sur la papille? Euh, Est-ce que les fibres en inférieur sur le RNFL sont plus épaisses physiologiquement qu'en supérieur et en nasal qu'en temporal? Ou si en d'autres orateurs ont un commentaire? En en théorie, oui. inférieur, on a l'impression qu'il y en a un petit peu plus en inférieur, oui. Oui, je suis assez d'accord. Mais de là à le généraliser, c'est peut-être difficile.
Mais oui, on a l'impression effectivement qu'en inférieur, c'est un peu plus épais. Je pense, mais effectivement, question originale que je m'étais jamais posée d'ailleurs, mais je pense à vérifier, mais en théorie, oui, je pense effectivement. La double bosse est assez symétrique quand même, hein, si on regarde le déroulé. Ouais, oui, Pour un oui, optique énorme. Et puis on parle de réflectance des paquets de fibres, on n'est pas à mesurer le nombre de fibres exact, donc je pense qu'il y a des propriétés optiques qui interviennent aussi pour moduler la réponse. Alors, une dernière question pour Cédric, et après, je pense qu'on pourra conclure pour être dans les temps. Il y a des casques tu l'as dit, des réalités virtuelles qui peuvent être utilisés pour tester le champ visuel. Il y a des fabricants qui démarchent, et c'est vrai que c'est très pratique, notamment pour les petits centres ou petits cabinets, parce que c'est beaucoup moins volumineux que les champs visuels classiques. Est-ce que tu penses qu'on peut déjà Est-ce qu'on peut dire aux ophtalmologistes qui posent la question que c'est utilisable pour le diagnostic et le suivi du glaucome? Bah, alors c'est difficile à dire parce que ça manque encore un peu de littérature et d'analyse de reproductibilité. Mais cependant, je pense que ça a vraiment de l'avenir. Tout d'abord pour du home monitoring et que pour passer l'effet d'apprentissage, parce qu'actuellement les patients ils font un champ visuel tous les 6 mois, il faut venir chez Ophtalmo, etc. Et donc c'est quand même plus facile à réaliser dans les salles d'attente si le patient vient en cabinet. Et quand c'est sur des ordinateurs, c'est encore plus facile. Donc est-ce que ça va devenir le nouveau standard? J'en sais rien, mais en tout cas ça va permettre de populariser le champ visuel, ça c'est sûr, et je pense que ce sera pas un mal. Oui, je pense, oui. Effectivement, encore un peu de données, mais possiblement, ça sera Oui. utilisable. Eh ben, merci à tous les quatre pour vos très belles communications. Merci à toute l'audience et à FMC pour l'organisation toujours technique parfaite. Le prochain webinaire sera organisé à l'automne après la période estivale et je vous engage à consulter le site internet de la Société française du glaucome pour avoir la date et les informations sur le prochain webinaire. Donc merci à tous et bonne soirée, bonne continuation. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Merci.